Quelle onde vit Pascal Claude sur la première. Une voie robotique pour nous amener vers votre nouvel essai, Joël de Ronet. Vous êtes un grand scientifique, prospectiviste également, et vous imaginez le monde de demain, un monde où les robots auront une place. Seront-ils une menace pour l'être humain? Nous allons en parler. Je cherche à comprendre, c'est le titre de votre nouveau livre, le sous-titre « Les codes cachés de la nature », et c'est le point de départ de votre réflexion. Vous vous êtes intéressé à ce que vous appelez l'unité de la nature. De quoi s'agit-il, Joël de Ronet, l'unité de la nature? D'abord, je me suis toujours passionné dans mes recherches et dans mes écrits sur les origines. Mon premier livre, en 1965, s'appelait « Les origines de la vie, de l'atome à la cellule ». Et le fait qu'il s'agisse d'atomes n'est pas innocent, c'est que moi je suis chimiste et j'essaye de comprendre comment le simple crée du complexe. Et c'est toute l'histoire de notre humanité, c'est toute l'histoire de l'évolution de la vie, comment du simple crée du complexe. Et c'est pourquoi, dans mon livre, je me passionne pour ce que j'appelle les codes qui programment la nature, et je fais appel à des personnes des écrivains et des philosophes comme Pythagore, Fibonacci, Alan Turing, Mandelbrot dans la théorie des fractales, Lorentz dans la théorie du chaos. Tout ceci peut paraître compliqué, mais en fait, j'essaye de montrer que l'unité de la nature utilise les mêmes trucs. La nature est économe de ces trucs. On retrouve à chaque fois des mêmes principes, des mêmes systèmes, et c'est pourquoi, finalement, ça se ramène à quelques codes simples. Mais là où je commence à m'inquiéter, c'est lorsque l'humain, l'homme, reprend ces codes et les reprogramme pour son propre intérêt, pour changer l'évolution, changer la vie. Par exemple, le code génétique, maintenant ce qu'on appelle le code source de l'intelligence artificielle, comment il essaye de prendre en main à la fois la vie et à la fois la société par la reprogrammation de la société. Il y a un lien clair donc pour vous entre cette unité de la nature et les évolutions numériques, technologiques, robotiques les plus récentes ? C'est-à-dire qu'on refait les mêmes choses. Internet, qu'on appelle Internet, cette espèce de fantastique système de communication qui est une sorte de cerveau planétaire, eh bien il utilise, sans que personne ne l'ait programmé, les mêmes principes de connexion des synapses du cerveau. Le cerveau se connecte synapse, par élimination, par un processus de sélection naturelle darwinienne, depuis la toute jeune enfance et la formation des neurones, pendant toute la vie par le processus d'apprentissage. Et donc, l'Internet évolue de la même façon. La nature est économe de ces trucs. Les mêmes codes utilisent des systèmes différents. Et maintenant, nous sommes les programmeurs d'Internet. Nous sommes les cellules de ce nouveau cerveau planétaire. Et ceci est en quelque sorte une reproduction de ce que la nature a fait, d'où l'unité de la nature dans mon livre. Nous sommes devenus des cellules d'un cerveau planétaire, c'est ce que vous dites ? Exactement, des neurones, on l'est, absolument. Mais il n'y a aucun doute là-dessus, et je ne suis pas du tout le seul à en parler dans le monde entier. On est en train de créer un organisme vivant, pas du tout un organisme mécanique, électronique et numérique. C'est un organisme vivant qui est le relais de l'évolution des sociétés humaines. Et maintenant, nous sommes en train de le construire sans loi, sans principe, simplement avec des idéologies et le marché. C'est une très mauvaise chose pour construire un être vivant qui va peut-être nous dominer, peut-être vivre en symbiose avec nous, ce que j'espère dans un livre précédent, L'homme symbiotique en 1995, mais peut-être devenir un Big Brother ou un Frankenmonde. Alors justement, parlons de ces robots, parlons de l'intelligence artificielle. Vous nous indiquez que l'évolution des robots en est encore à ses balbutiements et que progressivement, je vous cite, nous allons confier le travail aux robots et la vie aux humains. Mais alors, qu'allons-nous faire et qui va nous payer ? Bon, d'abord, la première des choses à dire, c'est que l'intelligence artificielle aujourd'hui n'est plus ce qu'elle était. C'est ce qu'on appelle le deep learning, c'est-à-dire une intelligence artificielle qui permet de reconnaître les visages, de reconnaître la syntaxe des mots, de faire de la traduction automatique, et donc elle rentre complètement dans notre vie, et surtout les systèmes robotiques et intelligence artificielle apprennent d'eux-mêmes. Et donc, progressivement, ils vont nous bouffer, si vous permettez l'expression, nous prendre notre travail. Déjà, le travail des cols bleus, c'est-à-dire les ouvriers qui assemblent des voitures ou des machines à laver, est pris par les robots. Mais de plus en plus, les robots qui ne sont pas du tout des robots anthropomorphes, avec des bras, des mains, des yeux, et qui bougent, mais qui sont dans des ordinateurs, ce qu'on appelle des algorithmes, ces robots-là vont prendre progressivement le travail des notaires, des assureurs, des professeurs, des médecins, ouais. Des avocats. Alors attention, ce que je veux dire, c'est que ce ne sont pas des robots anthropomorphes, même si des robots chirurgiens auront des sortes de bras pour opérer. Mais ce que j'essaye d'expliquer, c'est que si, je dis si, je ne suis pas sûr, mais je dis dans mon livre comment faire, si nous arrivons à vivre en symbiose et à utiliser cette intelligence artificielle et ces robots pour augmenter notre propre intelligence,
c'est-à-dire aller vers l'intelligence augmentée, alors nous changeons de type d'humain, nous changeons de type d'humanité. Mais j'en reviens à ma question, il va faire quoi ce nouvel être humain s'il n'a plus de travail ? Alors ça dépend ce que vous appelez travail. Si vous appelez travail le CDI, travail salarié dans une entreprise hiérarchique, celui-là il est en train de disparaître. Et on va monter le travail indépendant. Donc le travail au sens CDI, il est en train de bouger. Mais à côté du travail, il y a beaucoup d'autres choses qu'on appelle travail, mais qui en fait sont des œuvres. L'artiste, je vais dire une mère de famille ou un père de famille qui s'occupe de ses enfants, il travaille. Il n'est pas rémunéré pour ça. Donc il y a tout un tas de travaux. Il y a tout un tas de travaux. Attendez, il y a tout un tas de travaux qui sont entre guillemets rémunérés indirectement par d'autres choses que de l'argent, dont les gens profitent et bénéficient pour éventuellement indirectement gagner de l'argent ailleurs. Nous scientifiques, nous recevons constamment des informations de nos collègues sur Internet ou par les mails, des liens cliquables. C'est de l'information gratuite que nous échangeons entre nous, mais cette information augmente non seulement notre notoriété, qui nous permettra dans des conférences, dans des livres, dans des publications, de nous faire mieux connaître et de nous faire rémunérer par ailleurs. Donc il forme indirect une matrice, si vous voulez ce terme compliqué, une matrice économique à plusieurs cases, pas seulement à 2 cases, temps contre travail. Le contrat de travail, c'est je vends mon temps à une entreprise et il me paye pour ça. Mais comme il me paye pour mon temps, il est obligé de me surveiller entre 4 murs, qui s'appelle l'entreprise, avec une structure hiérarchique pour surveiller les gens en dessous et qu'ils soient en train de bien faire dans le temps qu'on leur achète les missions qu'on leur a proposées. Mais qu'est-ce qu'on voit ? Monter le travail indépendant. Des jeunes, notamment de la génération du millénium, qui veulent un rôle plutôt qu'un job, qui travaillent entre eux. Ils font du job en peer-to-peer. Ils deviennent indépendants. Il y a 44 millions d'indépendants aux États-Unis aujourd'hui. Il y en a déjà 2,8 millions en France. Ils sont augmentés de 25% en 5 ans. Donc l'entreprise elle-même va progressivement se transformer en une coopérative d'indépendants avec un nouveau management qui sera plus du tout un management de programmation et de contrôle, mais un management de charisme, de vision, d'entraînement des gens dans des projets, dans l'avenir dont on parlait tout à l'heure sur la génération des millennials. Et qu'est-ce que vous dites à l'ouvrier qui nous écoute peut-être ce matin pour le rassurer, Joël de Ronet ? Je ne cherche pas à le rassurer, je cherche à lui expliquer que c'est un changement de monde, que le numérique et l'interaction entre les gens est en train de changer le monde, que le travail indépendant est en train de monter, qu'il doit lui-même se transformer, qu'on doit aider à le transformer par l'éducation, la formation. Donc je lui dis à cet ouvrier dont on ne fait que parler en disant qu'il faut absolument le protéger son emploi, que les emplois sont en train de changer, les métiers sont en train de changer, la façon d'accéder aux métiers est en train de changer, et le changement de monde, c'est le numérique. Vous parlez d'hyperhumanisme et vous indiquez que l'enjeu est que nous devenions des supra-humains. Expliquez-nous ça, Joël de Ronet. D'abord, on parle beaucoup du transhumanisme, que je critique l'idéologie transhumaniste, que je rappelle, c'est un mouvement qui s'est créé dans les années 98. Le transhumanisme vise à utiliser la science et la technologie pour augmenter l'homme sous tous ses aspects, spirituels, physiques, etc. Et pour le rendre immortel, oui, c'est ça. Et le rendre immortel. Ce que j'appelle l'hyperhumanisme, c'est d'être encore plus humain. C'est-à-dire d'utiliser justement l'intelligence artificielle, la robotique et l'écosystème numérique qu'on a créé et qu'on appelle encore Internet pour, en symbiose avec nous, aller plus loin. Changer l'humanité en nous changeant nous-mêmes collectivement, c'est-à-dire une intelligence augmentée collective. Et il va naître quand, ce nouvel être humain ? Ah, il est déjà là. Mais il est déjà là. Et pourquoi est-ce que nous ne le voyons pas ? Parce que personne ne le voit, ni les politiques ne le voient, parce qu'ils détestent l'idée de quelque chose qui est ni transcendant, ni immanent, mais émergent. Cet être émerge de nous et il crée des nouvelles règles, des nouvelles lois que les politiques n'ont pas prévues et ne peuvent pas suivre, ni les religieux d'ailleurs. Vous annoncez que nous aurons des mini-robots, des robots invisibles dans le cerveau. Ça, c'est pour quand ? D'abord, ça veut dire qu'on pense toujours des robots anthropomorphes, mais il y a des algorithmes qui sont déjà dans les ordinateurs, déjà dans l'intelligence artificielle. Alors, j'ai parlé d'un peu de science-fiction dans mon livre en disant que des fibres optiques minuscules pourraient être introduites dans le cerveau à différents endroits que l'on connaît maintenant qu'on a repéré, de telle sorte que ces fibres étant connectées à notre corps de l'intérieur, on puisse moduler notre cerveau de la manière différente que simplement par la volonté de faire quelque chose comme on le fait aujourd'hui. Donc, une sorte de programmation interne de notre cerveau, comme on programme un ordinateur, mais cette fois-ci, c'est le nôtre. Et si on prend le contrôle de notre cerveau ?
ah ben voilà, qu'est-ce qu'on va en faire? Et si surtout le contrôle de notre cerveau est pris de l'extérieur. Mais oui. Quand je dis que ce cerveau planétaire, est-ce qu'il a intérêt à prolonger notre vie? Il y a un point de singularité, c'est-à-dire un point dans le futur, peut-être dans 50 ans, peut-être dans un siècle, où ce système complexe que nous avons créé va devenir conscient de lui-même. C'est-à-dire que ce qu'on appelle Internet, moi que j'appelle l'écosystème numérique, ou le cerveau planétaire, va à un moment donné devenir conscient de lui-même, savoir qu'il existe. Alors la question c'est qu'est-ce qu'il va faire de nous? Est-ce que nous sommes simplement des parasites pour lui et il devient une espèce de Big Brother, de Frankenmonde, ou est-ce qu'au contraire, en symbiose avec lui, nous devenons encore plus humains? Parce qu'intégré à quelque chose de plus grand que nous, on peut être encore plus humain. C'est ce que j'appelle l'hyper-humanisme. Avec des mini-robots dans le cerveau, nous allons penser autrement. Qu'est-ce que ça va nous permettre? Alors, pas seulement des mini-robots dans notre cerveau, mais le fait qu'on est connecté en symbiose avec ce macro-organisme planétaire va nous permettre de débloquer, si vous permettez cette expression, dans notre cerveau, pas des cases, mais des zones qui sont aujourd'hui encore un peu inhibées, même si potentiellement elles existent. Et on les connaît, c'est l'amour, la fraternité, la solidarité, la générosité, l'empathie, l'altruisme. Ils sont là. Mais nous sommes obsédés par la concurrence, la compétition, mais la symbiose avec un cerveau plus grand que nous, un cerveau dont nous participons comme neurones, va permettre de révéler des potentialités qui aujourd'hui, comme je dis, sont inhibées, que je les ai nommées, l'amour, la fraternité, la solidarité, la générosité, l'empathie, le respect de l'autre, le respect des diversités. Tout le monde ici autour de la table vous a écouté avec attention. Est-ce que ces propos vous inspirent une question, un commentaire, une réaction rapidement? Qui veut intervenir? Marc Serrero? Moi, je cherche l'espoir. Et c'est vrai que c'est assez interpellant ce qui vient d'être expliqué. Donc, je vais vous dire franchement, ça ne me rassure pas. Joël de Ronet? Alors, je dis que le cerveau est plus programmé pour la survie que pour le bonheur. Donc tout ce qui est nouveau fait peur, évidemment, et c'est un système darwinien. C'est que quand nous voyons des catastrophes, des horreurs, des catastrophes à la télévision, nous les retenions parce que nous produisons de l'adrénaline et du cortisol qui renforcent la mémoire. Et quand on fait des sondages d'opinion, ce dont les gens se souviennent, c'est la catastrophe à Haïti, le tremblement de terre, le terrorisme, les attentats, les morts, les gens qui sautent par une fenêtre pour survivre, etc. Ce système darwinien fait que la rétention de ces informations dramatiques nous permettrait, au cas où cela nous arrive, de nous en sortir par un moyen, une chance ou une intelligence qui continue à faire des enfants et à prolonger l'humanité. Geneviève Dama? Alors moi, je veux dire que c'est passionnant, qu'au niveau anthropologique, c'est passionnant. Et ok, on est peut-être programmé pour retenir les mauvaises nouvelles, c'est sûr. Et puis il y a la culture et il y a l'art. Et là, c'est autre chose. Qui permet de s'échapper. Oui. Justement, vous avez raison. Vous avez absolument raison. Je cherche à comprendre un livre passionnant et un questionnement vertigineux. C'est votre nouvel essai, Joël de Ronet.